Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 23 décembre 2025 et notre cher ami, notre frère, le colonel Jacques Baud, est avec nous. Bon retour parmi nous, colonel. Merci beaucoup. Salut Nima, merci de m'avoir invité à nouveau. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton « J'aime » car nous voulons toucher le plus grand nombre de personnes possible et leur faire savoir ce qui se passe en ce moment. Nous savons que le colonel Jacques Baud est actuellement sous sanctions européennes. Ils exercent une pression sur vous. Nous parlions de vous, colonel, la semaine dernière, mais nous n'avons pas pu continuer, car vous m'avez envoyé un courriel indiquant que vous étiez en train de gérer les problèmes auxquels vous faites face en Europe. Veuillez nous dire ce qu'il en est de l'affaire des sanctions et quel type de communication existe entre vous et eux, s'il y en a une. C'est très intéressant, car en fait j'ai reçu un appel le vendredi 12, ça fait donc plus de 10 jours, m'informant que Radio Free Europe avait annoncé dans un article que mon nom devait figurer sur une liste de sanctions dans le cadre des sanctions contre la Russie et que j'étais accusé d'être un propagandiste russe et des choses de ce genre. J'ai immédiatement appelé mon ambassade. C'était, je le répète, le vendredi 12 décembre. Ils n'avaient pas le temps de me parler, alors j'ai dit d'accord. Et j'ai tout expliqué, toute l'affaire. Mais apparemment, ils n'avaient pas de temps pour moi. Le 15, l'Union européenne a publié la liste des sanctions, ce qui en fait office de notification officielle. C'est donc devenu officiel que je figurais sur la liste des sanctions. Et voilà. En réalité, je n'ai jamais reçu le moindre avertissement à ce sujet. On ne m'a jamais rien demandé concernant mes activités. Je n'ai eu aucune possibilité de me défendre, aucune possibilité de contester les accusations portées contre moi. J'ai en fait été accusé et sanctionné sans aucune possibilité de me défendre devant un tribunal, d'aucune manière. Les sanctions, d'ailleurs, ne sont pas des sanctions judiciaires. Ce sont des sanctions politiques. Elles sont décidées par le Conseil européen, c'est-à-dire un organe politique non judiciaire. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de tribunal. Le gouvernement, entre guillemets, le gouvernement de l'UDAN, décide que vous êtes coupable, mais il n'existe aucun moyen pour vous de faire valoir que vous ne l'êtes pas. Vous recevez la sanction, puis vous pouvez probablement essayer d'expliquer votre cas. Et c'est ce que je vais faire avec des avocats et tout ça, pour expliquer ma situation et faire tout mon possible pour que la sanction soit retirée ou levée. Mais la sanction est tombée sans aucune procédure régulière. Je veux dire encore une fois, sans aucune discussion contradictoire ni quoi que ce soit. Donc en fait, jusqu'à hier, parce qu'hier, pour la première fois, une semaine après la décision de l'UE-Empor, mon gouvernement m'a appelé pour me dire, ils m'ont donné le site web des sanctions, ce qui est très aimable. Et ils m'ont dit, d'accord, nous sommes en contact. C'est tout. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Je ne sais pas s'ils veulent discuter de mon cas avec l'Union européenne. Je ne sais rien. Je n'ai reçu aucun avertissement préalable. La notification était en réalité que j'étais censé lire ce qui se trouvait sur le site web de l'UE-Empor. Sinon, je n'aurais absolument eu aucune information ni aucun avertissement concernant ma sanction. Je n'ai reçu aucune information, comme je l'ai dit, ni de l'UE-Empor, ni des autorités belges, puisque je réside en Belgique, et aucune information non plus du gouvernement suisse, même si apparemment le gouvernement suisse en avait eu connaissance au préalable. Ce qui signifie, bien sûr, apparemment, encore une fois, je dis bien apparemment, il faut être très prudent avec cela, mais apparemment, mon nom a été ajouté à la liste des sanctions par la France. Et il semble que la France ait contacté les autorités suisses pour les informer qu'elles allaient inclure un citoyen suisse
dans la demande de sanctions. Mais la Suisse ne m'a pas informé. Cela s'est probablement produit déjà à la fin du mois de novembre. Mais personne n'a jugé nécessaire de m'en informer ou même de m'interroger. Donc, jusqu'à hier, c'était la première fois que j'ai reçu, disons, un contact officiel ou un contact avec un représentant officiel. Voilà. Sinon, si je n'avais pas Internet, je ne saurais même pas qu'il y avait des sanctions. La conséquence, c'est que tous mes avoirs financiers en Belgique sont gelés. Cela signifie que je ne peux rien acheter, pas même de la nourriture. Je ne peux même pas acheter un morceau de pain, par exemple. Tout est bloqué. Et je suis interdit de voyager dans l'Union européenne, ce qui veut dire que je n'ai même pas le droit de retourner en Suisse, mon pays. La Suisse n'a pas adopté ce paquet de sanctions, ce qui signifie qu'en Suisse, mes avoirs, mes comptes bancaires et ainsi de suite ne sont pas gelés. My assets, bank accounts and all that are not frozen. And so I'm in a strange situation that Je me trouve donc dans une situation étrange. Je reste en Belgique, où j'ai ma maison et tout le reste, mais je ne peux rien acheter. Je veux dire, je ne peux pas vivre. Je pourrais aller en Suisse pour obtenir de l'argent, mais alors, je ne pourrais pas revenir à mon lieu de résidence. C'est donc une situation de type kafkaïen. Et apparemment, la conséquence de cela, de cette situation dans son ensemble, est qu'elle a suscité l'indignation à travers l'Europe. Car maintenant, tout le monde me connaît. J'ai participé à votre émission et à d'autres à plusieurs reprises. Tout le monde sait que je suis loin d'être un propagandiste. J'ai toujours refusé d'apparaître dans les médias russes officiels, précisément parce que je ne voulais pas que mon travail soit perçu comme de la propagande. Et dans mes livres, et je l'ai mentionné plusieurs fois, et ceux qui possèdent mes livres l'ont confirmé, j'utilise des sources occidentales et ukrainiennes afin d'éviter d'être accusé de diffuser de la propagande russe. Ce n'est pas que je pense que les Russes ne disent pas la vérité, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais l'idée, c'est que, dans l'état d'esprit actuel, dans l'ambiance que nous avons en Europe, tout ce qui vient de Russie est automatiquement considéré comme faux. Par conséquent, même s'ils disent la vérité, cela discréditerait votre travail. J'essaie donc d'être aussi objectif que possible, car je n'ai aucun lien avec la Russie. Vous savez, je n'y vis pas, je n'y travaille pas, je n'y ai pas de petit ami, je n'y ai pas de famille, et je n'ai jamais été payé par la Russie pour quoi que ce soit. J'essaie donc d'être absolument objectif. C'est la même chose avec l'Ukraine, d'ailleurs. L'idée, comme je l'ai expliqué à de nombreuses reprises sur plusieurs sites, est que la manière dont on analyse, étudie ou évalue une crise détermine la façon dont on peut la résoudre. Par conséquent, il faut être aussi objectif que possible. Je recommande à tout le monde de visiter le blog de Larry Johnson, Sonar 21, où il a publié un article à mon sujet. L'auteur a dit qu'il est difficile de trouver quelqu'un de plus objectif que moi. Le but de tout cela, bien sûr, est de faciliter les pourparlers de paix. Car si l'on est déjà biaisé lorsqu'on essaye de s'adresser aux deux parties, personne ne vous écoutera. Il faut donc être aussi objectif que possible. Tout le monde le sait, car beaucoup de gens ont lu mes livres et je suis apparu sur plusieurs blogs et émissions et tout cela. Par conséquent, les gens sont indignés. Je passe dans de nombreuses émissions en Italie. Heureusement, je parle italien, je parle allemand. Donc j'ai participé à divers programmes en allemand, en Italie, en italien bien sûr, et en français. Beaucoup de gens me connaissent et ils savent tous que j'essaie d'être aussi objectif et honnête que possible dans l'analyse du conflit. Cela a suscité beaucoup de réactions. Et maintenant, il y a même, je veux dire, au Parlement allemand, une question qui a été posée au gouvernement allemand spécifiquement à mon sujet. C'est très intéressant, car il y a plusieurs personnes sur la même liste de sanctions.
you have several people in the same sanctioned list. But apparently, within all the people that Apparemment, parmi toutes les personnes figurant sur la liste, seul mon cas a attiré l'attention, car les gens savent que je suis objectif. Il y a seulement quelques minutes, j'ai reçu un courriel d'un parlementaire européen qui m'a dit qu'il se battrait pour cette cause. Il m'a dit, si vous êtes accusé et sanctionné pour quelque chose, cela signifie que n'importe quel citoyen de l'UMM pourrait se retrouver dans la même situation. Et c'est pourquoi cette affaire est très grave, même si, bien sûr, je suis le premier visé et directement concerné. Mais au-delà de cela, cela montre le caractère arbitraire des décisions que peut prendre le gouvernement européen. Et cela aborde, bien sûr, certaines questions structurelles et fonctionnelles, car, vous savez, je suis un expert des Nations Unies sur l'état de droit. Et dans l'état de droit, fondamentalement, de manière très simplifiée, l'idée est de faire une distinction entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires de l'État. Essentiellement, tout État démocratique repose sur ces trois piliers, et les trois se contrôlent ou se surveillent mutuellement, de sorte qu'il existe une sorte de contrôle circulaire qui garantit la démocratie. Ainsi, la démocratie fonctionne sur ce principe de séparation des pouvoirs, comme nous l'avons dit. Or, dans l'Union européenne, et c'est là que réside l'étrangeté, la sanction à laquelle je suis soumis n'est pas prononcée par le pouvoir judiciaire. Elles sont mises en œuvre par le pouvoir exécutif. Et les sanctions elles-mêmes sont élaborées par l'exécutif, ce qui signifie que celui-ci s'approprie les fonctions du législatif et du judiciaire. En résumé, l'exécutif concentre en lui seul les trois pouvoirs. Et c'est précisément la définition d'une dictature, lorsque les trois pouvoirs sont concentrés en un seul point. C'est pourquoi cette affaire, à plusieurs niveaux, est extrêmement préoccupante, car elle montre comment l'Union européenne peut prendre des décisions, appliquer des sanctions à des individus au sein de l'UMM, sans aucune base judiciaire ou légale. C'est une décision purement politique, point final. Et cela soulève, bien sûr, de nombreuses questions. And that raises, of course, a lot of questions. Because I have breached, there is no law. Parce que je n'ai enfreint aucune loi, que ce soit dans l'Union européenne, en Belgique où je vis, en Suisse ou ailleurs en Europe, qui interdisent la propagande. Même si j'étais un propagandiste, ce que j'ai tout fait pour éviter d'être, comme je l'ai expliqué, il n'existe toujours aucune loi qui l'interdise. On m'accuse aussi d'apparaître sur des sites, des vidéos ou des émissions dites pro-russes, pour mieux dire. Mais qu'est-ce qu'une émission pro-russe? Votre émission est-elle pro-russe? Vous voyez, même cette qualification n'est pas définie. Qu'est-ce que cela signifie? John Mearsheimer ou d'autres sont-ils pro-russes? Il s'agit simplement de travaux universitaires. Point final. Je suis un analyste, rien de plus. En tout cas, nous avons affaire à un concept qui n'est pas défini, et même s'il l'était, il ne serait pas interdit par la loi. Et en plus de cela, on m'accuse de mettre en œuvre des stratégies de désinformation prétendument attribuables à la Russie. Mais ils ne savent même pas si cette désinformation peut réellement être liée à la Russie. Quand on met tout cela bout à bout, on se demande où est le bon sens là-dedans. Je veux dire, en mettant de côté la légalité, la justice et tout le reste. Nous voyons donc que l'accusation ici est extrêmement fragile, vague, non étayée, voire même fausse, je dirais. Et, désolé, j'ai reçu des appels du monde entier, avec des conséquences personnelles. C'est très intéressant, car ces sanctions ont probablement été conçues à l'origine pour des personnes vivant en dehors de l'Union européenne. C'est pourquoi, bien sûr, si vous avez un oligarque quelque part, en Russie, ou un milliardaire ailleurs dans le monde, et qu'il est sanctionné, ses avoirs sont gelés en Europe. D'accord, c'est probablement un problème pour ce type, mais je veux dire, il peut quand même vivre.
Sur la même liste, il y a un officier français que je connais, d'ailleurs Xavier Moreau, qui vit en Russie. Donc ses avoirs en Europe sont également gelés, mais comme il vit à Moscou, il peut vivre normalement. En gros, il aura probablement quelques problèmes s'il veut retourner en France, mais puisqu'il vit là-bas avec sa famille à Moscou, cela ne change rien pour lui. Le problème, c'est que mon cas est différent, parce que je vis dans l'UMMR, avec des sanctions qui ont été conçues pour des personnes vivant en dehors de l'UMMR. Ce qui signifie que, comme je l'ai expliqué, le résultat est que je n'ai même pas le droit d'acheter de la nourriture. Tout simplement. Alors, ils peuvent avoir certaines exemptions ou quelque chose comme ça. Mais je dois demander, en gros, je dois demander le droit d'acheter de la nourriture. C'est intéressant parce que la semaine dernière, j'ai été interviewé par un journaliste allemand. D'ailleurs, cet homme a grandi en Allemagne de l'Est, dans l'Allemagne communiste. Et il m'a dit, eh bien, en Allemagne de l'Est, nous avions la même chose. Mais la différence, c'est qu'en Allemagne de l'Est, les gens étaient prévenus avant qu'il y ait des sanctions. Cela veut donc dire que nous n'atteignons même pas le niveau de l'Allemagne de l'Est. Vous voyez? Et cela, bien sûr, est extrêmement préoccupant pour beaucoup de gens, pas seulement pour moi. J'ai des gens qui m'appellent tout le temps, me demandant comment ils peuvent aider et tout ça. Et c'est très gentil d'ailleurs. Je dois remercier tous ceux qui se préoccupent de mon cas et tout cela. Je suis vraiment très reconnaissant envers tous ceux qui ont manifesté de l'amitié, de l'intérêt et de la sollicitude. Comme je ne suis pas sur les réseaux sociaux, pas même sur LinkedIn, enfin, je veux dire, j'y suis inscrit, mais pas actif, certaines personnes risquent d'être déçues si elles m'écrivent là-bas, car je suis totalement inactif sur les réseaux sociaux. En tout cas, beaucoup de gens ont exprimé leur inquiétude à mon sujet, et encore une fois, je leur en suis très reconnaissant. Le fait est que c'est un peu comme ce que nous avons vu avec Assange. Au fond, c'est une affaire qui nous concerne tous. Et pour cette raison, je pense encore une fois, au-delà de mon cas particulier, que c'est quelque chose dont nous devrions être très inquiets. Parce que cela montre, et d'ailleurs, vous vous souvenez peut-être qu'il y a seulement quelques semaines, et nous en avons probablement parlé dans votre émission, je ne me souviens plus, mais vous vous rappelez que les États-Unis viennent de publier leur stratégie de sécurité nationale, dans laquelle ils disaient en substance que l'Europe dérivait vers la dictature ou quelque chose de ce genre. Et nous y voilà. Nous sommes exactement dans cette situation. Ainsi, en Europe, cette stratégie américaine a été accueillie avec un peu d'ironie et les Européens disaient, vous savez, c'est Trump et tout cela. Ils souriaient un peu comme si c'était une exagération. Et maintenant, à peine quelques jours plus tard, vous avez exactement la démonstration de cela. Avec un cas où quelqu'un peut être privé de sa liberté de mouvement, privé de sa liberté d'expression, privé de ses avoirs financiers, sans possibilité de se défendre, sans possibilité de défendre sa cause devant un tribunal, quelqu'un qui n'a enfreint aucune loi, et pourtant il est en quelque sorte sanctionné. Vous pouvez vous demander, eh bien, l'Europe se bat contre les Palestiniens, la Russie, l'Iran et même la Chine, parce que l'Europe a des valeurs. À vous de décider de quelles valeurs il s'agit. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans votre émission, je suis un guerrier de la guerre froide. J'ai de l'expérience. J'étais dans le renseignement pendant la guerre froide. Pendant la guerre froide, il y avait, eh bien évidemment, elle était froide, mais c'était tout de même une guerre, entre l'Est et l'Ouest, entre la société libérale de l'Ouest et le type de société marxiste de l'Est. Nous n'avons jamais interdit aux gens de lire la Pravda.
Je veux dire, on pouvait acheter la Pravda dans nos kiosques, en Suisse, en France, partout. La Literaturnaja Gazeta, et ainsi de suite. À cette époque, personne n'était sanctionné pour cela. Je veux dire, nous avions des partis communistes. Prenez la France, prenez de nombreux pays. Il y avait de véritables partis communistes. Et les gens n'étaient pas privés de liberté parce qu'ils partageaient la même idéologie que les soviétiques. Alors, que s'est-il passé? C'est la question intéressante. Parce que nous étions en guerre, mais nous n'avions pas peur de ceux qui n'exprimaient pas la même opinion que notre gouvernement. Nous n'avions pas besoin de les punir. Nous n'avions pas besoin de les sanctionner. To punish them. We didn't need to sanction them. We didn't need to remove their assets or their freedom of movement or whatever. Nous n'avions pas besoin de leur retirer leurs biens, leur liberté de mouvement ou quoi que ce soit d'autre, parce que nous étions convaincus d'avoir le meilleur système. Nous étions sûrs qu'au bout du compte, nous l'emporterions. Nous croyons qu'un système fondé sur la liberté d'expression est plus fort qu'un système où la liberté d'expression et tout ce qui s'y rattache est réprimé. Nous étions confiants. C'était une sorte de darwinisme informationnel. Le plus fort l'emporte, non pas par la force, mais parce qu'il est le plus acceptable, celui qui paraît le plus logique, celui qui semble le plus naturel. Et donc, dans ce cas, on n'a pas peur d'autres types d'informations. Mes meilleurs amis ont été des personnes qui avaient des opinions complètement différentes des miennes, et je n'avais pas besoin de les traiter en ennemis, parce que je suis sûr d'avoir de bonnes idées, de bons arguments et tout cela. Have good ideas and good argument and all that. So I don't need to treat this person as an enemy. Donc je n'ai pas besoin de considérer cette personne comme un ennemi. Nous pouvons même tirer parti de certaines idées, de certaines suggestions ou de certaines opinions qu'il a ou qu'il a eues. Et c'est tout. J'ai toujours considéré les gens, eh bien sûr, je suis né en Suisse, et dans mon pays, autrefois c'était ainsi. Apparemment, c'est plus le cas. Mais autrefois, nous acceptions les opinions des autres. Mais aujourd'hui, si vous lisez les médias suisses romans, certains journalistes se réjouissent que je sois sanctionné parce que je suis pro-russe, donc je mérite une sanction. Et ces journalistes sont censés être favorables à la liberté d'expression. On peut se poser des questions à ce sujet. Et cela s'applique à la plupart des journalistes des médias suisses romans. Très étrange. The Swiss-French media. So very strange. And so I think it's Et je trouve cela intéressant, car cela montre l'évolution de la situation actuelle que nous connaissons aujourd'hui en Europe. C'est parce que nous avons tendance à avoir des dirigeants qui prennent de mauvaises décisions, probablement parce qu'ils manquent de confiance en eux, et qu'ils ont une faible capacité à évaluer les situations et à décider. Ils prennent des décisions sur la base de tweets plutôt que d'une analyse approfondie, d'une réflexion à long terme et d'autres considérations de ce type. C'est donc toujours à court terme. Et cela explique pourquoi certains de ces présidents, Macron ou d'autres, changent constamment d'avis. Ils prennent une décision, aujourd'hui c'est A et demain c'est B sur le même sujet, ce qui montre que leur processus de décision n'est pas ce qu'il devrait être. Ce n'est pas une véritable prise de décision. Ils ne font qu'exprimer une opinion, l'opinion qu'ils ont à ce moment-là. Mais ce n'est pas le résultat, comme je l'ai dit, d'une étude approfondie du dossier. En conséquence, bien sûr, ces personnes sont inquiètes. C'est pourquoi elles ne font pas vraiment confiance à leurs propres décisions. Et c'est aussi pourquoi elles doivent les protéger. C'est probablement exactement ce que nous avions à la fin de la guerre froide. Enfin, pas seulement à la fin, mais aussi pendant la guerre froide en Union soviétique. Elles savaient que le système était fragile. Un système fondé uniquement sur la contrainte ne peut pas durer longtemps. Par conséquent, il faut un système qui empêche toute déformation, perturbation ou dissidence en son sein. C'est pour cela qu'il fallait contrôler la parole, les médias, tout cela. Le problème, c'est qu'aujourd'hui en Europe, nous avons tendance à penser que la Russie est encore comme ça. Je ne sais pas si la Russie est encore ainsi,
Mais ce que je sais, c'est que l'Europe, elle l'est. Et mon cas en est un bon exemple. Et je pense que tout le monde le comprend. Pour cette raison, nous avons beaucoup de soutien partout, non seulement de la part des personnes qui regardent des émissions comme la vôtre ou d'autres, mais aussi de celles qui sont actives dans les milieux politiques, car elles comprennent le danger que cela représente. Nous entrons maintenant dans la période des fêtes, et tout cela va probablement se calmer un peu, car les gens seront occupés avec Noël et tout le reste. Encore une fois, nous verrons bien. Je n'ai pas de boule de cristal, mais ce que les parlementaires européens viennent de me dire, c'est qu'ils veulent reprendre le combat en janvier, car c'est une question importante. Vous savez, comme je l'ai dit, cela va vraiment au-delà de mon cas. Et cela va encore plus loin, car en Suisse même, comme je l'ai dit, mon gouvernement n'a pas réagi et a probablement même accepté l'idée que je sois sanctionné. Peut-être parce qu'il ne voulait pas nuire à la relation avec la France ou quelque chose de ce genre. Je ne sais pas. J'ignore les raisons et c'est de la spéculation de ma part. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui en Suisse, beaucoup de gens comprennent ce qui s'est passé. Ils comprennent l'ampleur, l'importance et les conséquences des sanctions. En même temps, le gouvernement suisse souhaite se rapprocher de l'Union européenne. Il existe désormais un projet de signature d'un accord de coopération avec l'UE. Et certains partis politiques, d'ailleurs le plus grand parti de Suisse, s'y opposent. Et maintenant, bien sûr, ils prennent mon cas comme un exemple, parce qu'ils disent, eh bien, pourquoi aurions-nous davantage de coopération avec l'UMMR si le résultat final de tout cela est l'abandon de la liberté? Et le colonel Jacques Baud est simplement un exemple des conséquences d'un système qui s'est développé dans l'UMMR et qui est exactement l'opposé de ce que nous avons en Suisse. Nous voyons donc ici des évolutions intéressantes, car beaucoup de gens m'ont maintenant envoyé des courriels, des SMS et ainsi de suite en disant « l'UMMR, jamais, nous n'en voulons pas ». Et mon cas est devenu un argument pour tous ceux qui s'opposent à toute, disons, relation plus étroite entre la Suisse et l'UMMR. Parce qu'ils disent, ce n'est pas ce que nous attendons de l'UMMR. Nous attendrions plus de liberté, pas moins de liberté. Et donc, je dois dire que toute cette affaire est injuste, injustifiée, non fondée. Et en même temps, elle est contre-productive. Elle se retourne, dans une certaine mesure, contre l'Union européenne. Je veux dire, probablement pas, cela ne détruira pas l'UMMR. Ce n'est pas le cas. Mais cela montre la faiblesse essentielle au sein de l'UMMR concernant tout ce que l'on pourrait attendre en matière de valeurs. Et donc, encore une fois, je ne suis pas très heureux de cette situation, pour être honnête avec vous. Mais en même temps, je vois qu'elle a suscité tellement de soutien à travers le monde et en Europe que cela me donne un peu d'espoir. Non seulement que mon cas sera résolu, mais aussi que cela pourrait aider les gens à se réveiller un peu et à comprendre vers quel type de société nous sommes en train de dériver. Et je pense que c'est une conséquence intéressante d'une très petite décision, mais avec un effet énorme. C'est l'effet papillon. Vous savez, le papillon dans le golfe du Mexique qui déclenche un tsunami au Japon. C'est exactement le genre de phénomène auquel nous assistons aujourd'hui. Et encore une fois, je pense, j'espère. Mais ce n'est qu'un espoir, car je ne suis pas sûr que nos politiciens soient assez mûrs pour comprendre cela. Mais cela devrait aussi être un signal d'alarme pour eux, parce qu'en prenant de mauvaises décisions ou des décisions médiocres, puis en essayant de les justifier ou de les consolider par des sanctions prolongées, des restrictions ou d'autres mesures, ce n'est pas la bonne voie à suivre. C'est pas la bonne voie à suivre. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet.
That's what I can say about this. Colonel, vous avez mentionné que le gouvernement français a décidé d'inscrire votre nom sur la liste des sanctions et qu'il l'a présenté à la Commission des Affaires étrangères de l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est exactement? Qui en décide? Qui se cache derrière cette liste? Est-ce Kaja Kallas et les personnes sous son autorité? Qui en est responsable? Et qui la met en œuvre? Est-ce le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne? Non, c'est le Conseil européen. Le Conseil européen, c'est-à-dire que cette décision a été proposée. Et autant que je sache, la liste a été soumise au Conseil européen le 27 novembre. Il a été décidé, je crois, je peux me tromper, je ne suis pas tout à fait sûr, mais cela a été accepté ou validé, pourrais-je dire, le 10 décembre par le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'UEMR. Le fait est que le problème n'est pas tant de savoir qui a mis mon nom sur la liste, même si cela pourrait être une question légitime, car il est très étrange que le gouvernement français décide d'inscrire un citoyen suisse sur la liste des sanctions. Exactement. C'est pour cela que je pose la question. C'est très étrange. Mais, vous savez, plus rien ne me surprend. Le problème, c'est que lorsqu'on est inscrit sur une telle liste, il devrait évidemment y avoir une consultation avec les gouvernements concernés. Et la question qu'il faut poser est la suivante. Mon gouvernement, le gouvernement suisse, est tenu par la loi de protéger ses propres citoyens. Vous voyez? Eh bien, vous savez, poser la question, c'est y répondre. Voilà donc notre premier point. Mais encore une fois, le problème concerne aussi la procédure. Car même si ce sont les Français, eh bien, je ne sais pas d'où vient finalement la décision. Ce sont peut-être quelques personnes obscures du ministère français des Affaires étrangères qui ont décidé que Baude était probablement un propagandiste. Vous savez, je ne connais pas exactement la logique derrière tout cela. Et c'est bien là tout le problème. Quand on fait quelque chose de mal, si on reçoit une amende pour excès de vitesse par exemple, on sait qu'on a roulé trop vite. Si on commet un vol, on sait qu'on a fait quelque chose de mal. Dans mon cas, je n'ai enfreint aucune loi. Alors, quels sont les critères pour décider que quelqu'un est un propagandiste? Qu'est-ce que la propagande? Ce pourrait d'ailleurs être la première question, car ça n'est absolument pas défini. Mais lui, il sait ce que c'est. Donc, on vous accuse de quelque chose dont personne ne sait exactement ce que c'est. Et même si c'était de la propagande, disons, les gens ne savent même pas à qui cela est censé profiter. Parce que si vous lisez le texte de la sanction, il est écrit que c'est attribué à la Russie. Ils ne savent même pas qui est le bénéficiaire de cette propagande, de cette désinformation, ou peu importe comment on l'appelle. Donc, vous voyez, on vous accuse de vol, mais personne n'a été volé. Je veux dire, à qui avez-vous volé quelque chose? Personne ne le sait. Vous êtes quand même accusé. Il est censé y avoir quelqu'un, mais on ne sait pas vraiment qui. Voilà, c'est exactement le problème dans lequel nous nous trouvons. Et cela montre en fait que nous sommes dans une situation semblable à celle de la fin du XVIIe siècle, où le roi pouvait simplement décider « Eh bien, vous êtes coupable. Point final. » Il n'avait pas à justifier quoi que ce soit. Vous n'aviez aucun moyen de contester cela, parce que c'était le roi. Il décidait que vous étiez coupable de quelque chose. Il n'avait même pas besoin de le prouver. C'était une simple accusation, et il appliquait une sanction avant même que vous puissiez vous défendre. Nous sommes revenus au XVIIe siècle, et c'est à cette époque qu'il y avait des penseurs comme Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Descartes, tous ces intellectuels. Je ne sais pas exactement comment on dit cela en anglais, mais en français, c'est le siècle des Lumières. Je crois qu'en anglais,
c'est The Enlightenment, ou quelque chose comme ça. I think it's the Enlightenment or something like that in English. But that's Mais c'est au cours de ce siècle que les gens ont commencé à réfléchir à ce qu'est la démocratie, à la manière dont l'État est ou devrait être gouverné. L'État de droit a vu le jour à cette époque, lorsque les gens ont commencé à comprendre et à développer les structures de l'État moderne, avec la séparation des pouvoirs que j'ai mentionnée auparavant, les branches exécutives, législatives et judiciaires. Toutes trois travaillent ensemble tout en se contrôlant et en se surveillant mutuellement afin de garantir que les décisions politiques soient prises dans l'intérêt du peuple et non simplement comme le résultat de la mauvaise humeur de quelqu'un dans un bureau obscur. Colonel, nous sommes désolés de ce qui vous arrive en Europe. Et quand je regarde l'Europe aujourd'hui, eh bien, j'ai eu l'occasion d'y être et d'y vivre. Je suis heureux de ne pas y vivre maintenant, parce que c'est une véritable dictature. Je ne vois pas comment on pourrait appeler cela autrement qu'une dictature. Quand on n'autorise pas son peuple, ses citoyens opposés à la guerre, tout ce dont nous avons parlé, vous savez, nous avons fait de nombreuses sessions ici dans ce podcast. Et à chaque fois, vous parliez de la manière d'éviter la guerre, de mettre fin à la guerre, d'apporter la paix en Europe, de construire une Europe prospère et puissante. Mais après toutes ces discussions, des heures et des heures de discussion, on vous qualifie de propagandiste russe. C'est au-delà de toute compréhension. Je ne sais même pas comment traduire cela, comment l'interpréter. Eh bien, vous savez, votre question, c'est très bien que vous introduisiez la paix dans le débat, car le gouvernement français prône la poursuite de la guerre et m'accuse de diffuser une propagande contraire à ce qu'il veut faire. Mais la France, comme d'autres pays d'Europe, a en réalité signé le pacte sur la liberté d'opinion, qui, si je ne me trompe pas, a été signé en 1966. Et dans l'article 20 de ce pacte, il est dit que la propagande en faveur de la guerre est illégale. Ce qui signifie que je fais exactement le contraire de ce que fait le gouvernement français. Je suis condamné pour quelque chose qui n'est pas illégal, tandis que le gouvernement français fait quelque chose qui l'est. Tu sais, comme tu l'as dit, tout cela a un but précis, et c'est présent dans tous mes livres, et comme tu l'as mentionné dans de nombreuses émissions, je défends une approche intelligente du problème. Autrement dit, lorsque tu veux aborder un problème, tu dois comprendre les deux parties. Au fond, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Tu fais la même chose, même à un niveau personnel, si tu veux apaiser ou résoudre un conflit entre tes deux enfants. Tu dois comprendre ce que dit l'un et ce que veut l'autre, et tu essaies de trouver une solution qui satisfasse les deux. Tu peux les punir tous les deux, mais si tu veux une solution pacifique, tu t'efforces de tenir compte de la perception de chacun. Autrement dit, tu dois comprendre les deux. Et cela s'applique exactement de la même manière au pays. Je veux dire, j'ai fait exactement cela dans des arbitrages ou des médiations, des conflits tribaux par exemple, ou des conflits interfactionnels en Afrique, des choses de ce genre. On ne prend pas parti. On ne dit pas « Eh bien, vous avez raison et vous avez tort ». Non, on va voir les deux côtés. Parce que comme je l'ai dit, tout le monde dans un conflit pense avoir raison. Sinon, ils ne se battraient pas vraiment s'ils étaient convaincus d'avoir tort. Ce qui signifie que pour de bonnes ou de mauvaises raisons, les deux parties pensent être du bon côté. Il faut donc comprendre les deux parties. C'est pourquoi organiser une soi-disant négociation de paix qui ne prend en compte qu'une seule partie est un échec programmé. Car évidemment, si l'on veut un accord de paix, il faut que les deux parties se comprennent et s'accordent sur une position commune.
Il n'y a pas d'autre solution. Si l'on veut la paix, même si l'on déteste Poutine, Zelensky ou qui que ce soit, il faut comprendre leur position et l'intégrer dans le règlement final. Quoi qu'on en pense, est seule manière d'obtenir la paix. J'ai expliqué à de nombreuses reprises qu'une négociation signifie essentiellement qu'il y a une partie A avec sa position et une partie B avec la sienne. Bien sûr, au départ, ces positions sont très différentes et tout l'objectif d'une négociation est de rapprocher progressivement ces positions. Cela peut prendre des années, des mois, des semaines, peu importe, mais cela ne peut pas être imposé de l'extérieur. Cela doit être accepté et intégré par les deux parties. Donc, si vous voulez faire cela, vous devez comprendre que les deux parties peuvent avoir des points de vue différents et vous devez accepter qu'elles aient des points de vue différents. Vous pouvez les aider à rapprocher leurs points de vue. Au bout du compte, c'est bien là tout l'enjeu. Il faut accepter l'idée même que les deux parties ont des positions distinctes et que chacune de ces positions est en réalité légitime. Nous ne pouvons pas, que ce soit la Suisse, l'Union européenne ou qui que ce soit d'autre, imposer la paix en Ukraine. En fin de compte, la paix surviendra, que vous aimiez ou non l'une ou l'autre partie. Elle sera conclue entre les deux camps en guerre. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Ce sont ces deux parties qui la feront. Ce qui signifie que vous le vouliez ou non, vous devez accepter qu'elles aient des points de vue différents. Et vous devez comprendre ces points de vue afin de les aider à parvenir à une position commune qui deviendra, en définitive, la pierre angulaire d'un accord. Ce qui signifie, encore une fois, que si l'on ne fait pas l'effort de comprendre ce que disent les Russes, il est impossible d'obtenir quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, et c'est très intéressant d'ailleurs, même si j'ai essayé de conserver une certaine objectivité neutre dans mes analyses, cela est tout de même considéré comme de la propagande. Réfléchissez-y. Cela montre à quel point ce monde est devenu étrange, car même lorsque l'on tente de rester objectif, on est tout de même étiqueté comme propagandiste. Et la France n'est du moins officiellement pas en guerre avec la Russie, pas plus que l'Union européenne. Du moins, c'est ce qu'ils affirment. Alors on peut se demander, et alors? Exactement, exactement. Merci beaucoup, Carl, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et de discuter avec vous. Nous savons que la situation s'aggrave, mais nous espérons que vous pourrez trouver une solution pour vous débarrasser de ces sanctions et de leurs effets. C'est difficile. C'est difficile. Merci beaucoup pour cela, et merci de m'avoir invité et de m'avoir donné l'occasion de présenter et d'expliquer ma situation. Mais je pense qu'il est encore plus important de participer à des émissions comme la vôtre, car comme je l'ai dit, mes sanctions relèvent d'une décision politique. Et si les gens réagissent à cela, s'ils commentent, partagent toutes ces émissions et leurs commentaires et opinions, cela peut aider ma cause. Parce qu'au bout du compte, encore une fois, ce n'est pas une question juridique, c'est une question politique. Ce qui signifie que plus les gens diront « Eh bien, arrêtez avec ça », plus cela aidera ma cause. En fait, c'est pour cela que je pense qu'il est très important d'être présent sur les réseaux sociaux. Et je veux dire, non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi dans des émissions comme la vôtre. C'est ce que je voulais dire. Et tout le travail que vous faites est en ce sens extrêmement utile, car il aide à expliquer, il offre non seulement une tribune pour moi, mais aussi pour tous ceux qui suivent l'émission, afin qu'ils puissent dire qu'ils ne sont pas satisfaits de ce genre de décision, qu'ils ne sont pas satisfaits de ce genre de société, qu'ils veulent quelque chose de plus juste, de plus tourné vers la paix et la compréhension mutuelle, et tout cela.
Donc bien sûr, à première vue, cette émission me donne une plateforme pour exprimer mon opinion. Mais si l'on regarde tous les commentaires sous la vidéo sur YouTube, c'est là que beaucoup de gens peuvent aussi exprimer leurs opinions, leur dégoût, leur sympathie ou autre. Et c'est extrêmement important, car au bout du compte, c'est exactement ce qui fera pencher la balance en ma faveur. Alors merci pour cette opportunité. So thank you for this opportunity. Yeah, I just informing you that in the comment section, Oui, je voulais juste t'informer que dans la section des commentaires, tout le monde te félicite et te souhaite beaucoup de succès dans ton affaire contre ces sanctions. Merci beaucoup, Carl. Ce que tu fais est incroyable et on t'aime. Je voulais simplement te dire ça. Excellent. Merci. Joyeux Noël, Carl. Merci à toi aussi. On se voit bientôt. Merci, Carl. I'll see you soon. I'll see you soon. Thank you, Carl. Merci. Au revoir. Bye-bye.